Notre cours s'intitule La luxation traumatique de l'épaule. Vous pouvez trouver la forme papier au niveau du site. Si vous avez des questions, même pas maintenant, mais après, vous pouvez me les envoyer dans l'adresse email. Et vous avez quelques vidéos au niveau de la chaîne YouTube que vous pouvez consulter. Concernant notre cours d'aujourd'hui, c'est la luxation traumatique de l'épaule. Cette luxation, c'est une urgence traumatologique. Urgence traumatologique. C'est-à-dire, lorsqu'on dit urgence traumatologique, c'est de la prendre en charge immédiatement. Elle est fréquente chez l'adulte jeune. Chez l'adulte jeune, puisque chez les personnes âgées, on voit plus des fractures à cause de l'ostéoporose ou bien une pathologie de la coiffe des rotateurs. L'adulte jeune, puisque il est souvent confronté soit à des traumatismes sportifs, soit accidents de circulation, mais surtout, on observe cette luxation au cours des rixes et surtout lorsqu'on fait l'abduction, rotation externe. Ce terme va revenir plusieurs fois. On peut avoir des lésions associées au cours de cette luxation, qu'on va voir ultérieurement aussi. Mais la complication majeure de cette luxation, c'est surtout la récidive. La récidive, ça veut dire que le patient va faire des luxations récidivantes post-traumatisme plus faibles que le premier. Des fois, on voit des patients, lorsqu'ils nagent, lorsqu'ils font des gestes brusques, ils peuvent faire une luxation. C'est la luxation récidivante. Le traitement est en général orthopédique. Il faut aussi que je vous rappelle quelque chose, que cette luxation post-traumatique, elle est très fréquente, surtout chez les malades épileptiques. Donc, lorsque vous avez un malade qui vient aux urgences, la première question, est-ce que vous êtes épileptique? Comme définition, il faut bien sûr définir c'est quoi une luxation. Il y a luxation, il y a luxation gléno-humérale. C'est quoi luxation? Luxation, c'est une perte de contact totale et permanente entre deux surfaces articulaires. Il s'agit de la gléno-humérale, de la coxofémorale, de la métacarpophalangien. C'est ça la définition de la luxation. Je répète, c'est une perte de contact totale et permanente entre deux surfaces articulaires. Concernant l'articulation gléno-humérale, vous avez d'une part la surface articulaire de la tête humérale, qui est la glène, c'est le cercle, elle est circonscrite par ce cercle rouge, et d'autre part la surface articulaire de la tête humérale, c'est le cercle en vert, c'est-à-dire c'est une luxation entre la glène et la tête et la surface articulaire de la tête humérale. Pour bien comprendre ce cours, on doit faire un petit rappel anatomique, c'est-à-dire l'anatomie de base que vous avez déjà fait en première année médecine. La première des choses, vous pouvez suivre. Vous avez en haut, vous avez la clavicule qui s'articule avec l'acromion. Est-ce que vous voyez la souris? Oui, c'est ça. Vous avez la clavicule qui s'articule en dedans avec le sternum, c'est l'articulation sternoclaviculaire, et s'articule en dehors avec l'acromion, c'est l'articulation acromio-claviculaire. Vous avez sous l'acromion un espace, c'est l'espace sous-acromial. En général, il fait 6 à 7 mm. Il a une importance capitale, surtout lorsque vous allez faire le cours, vous avez déjà fait le cours en rhumato, la coiffe des rotateurs. Des fois, vous allez le trouver diminué. Vous avez la glène humérale, vous avez la tête humérale. La tête humérale,
il y a la surface articulaire, il y a ce qu'on appelle le col anatomique qui sépare la tête humérale des tubérosités. Puisqu'on a deux tubérosités, vous avez, vous avez le tubercule mineur et vous avez en dehors, si vous voulez, en postéro-externe, le tubercule majeur. Ces deux tubercules sont séparés par ce qu'on appelle la gouttière bicipitale, lieu de passage de la longue portion du biceps. Et en bas, vous avez ce qu'on appelle le col anatomique et le col chirurgical. En plus, dans ce rappel anatomique, il ne faut pas oublier ce centre, c'est ce qu'on appelle ce centre, le centre gléno-huméral. Toute perturbation, elle est pathologique. Soit une association de la tête qui va le perturber, soit la luxation qui va le rompre. Et bien sûr, nous avons, c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle l'apophyse coracoïde ou le processus coracoïdien. Ce processus coracoïdien, il va nous servir de repère lors des luxations, surtout antérieures, que vous allez voir. Ça, c'est en général, on voit ça sur une radiographie de face. Vous voyez que la radiographie de face, elle est très, très riche lorsque l'incidence est respectée et lorsqu'on sait, ou bien on connaît un petit peu les bases anatomiques. Sur le profil, ce qu'on appelle le profil glénoïdien ou profil de l'ami, vous avez ici la tête qui s'articule avec c'est le processus coracoïdien, et vous avez la tête qui s'articule avec la glène. Déjà, on est frappé que la tête humérale, elle est plus grosse que la glène. Vous la voyez aussi sur la face. Vous voyez, la dimension, c'est une demi-sphère. Elle est grosse par rapport à la glène. La question qui se pose, comment cette tête qui est grosse peut s'articuler avec cette glène. Et comment, la deuxième question, comment cette articulation, c'est l'articulation la plus mobile, la plus mobile du corps. Elle peut atteindre jusqu'à 180 degrés. Nous allons répondre à cette question, que pourquoi la glène elle est petite, et elle peut faire congruence avec la tête humérale. Cette glène, elle est, si vous voulez, agrandie par un fibrocartilage qui entoure, qui s'insère tout autour de la glène. C'est ce qu'on appelle le bourrelet. Il fait agrandir la surface articulaire de la glène. Ceci ne suffit pas, bien sûr. Il faut aussi autre chose pour permettre cette bonne congruence et cette stabilité de l'articulation gléno-humérale. Nous avons dans la photo ou bien l'image en bas et à gauche, vous avez ça, ce qui est en blanc, c'est ce qu'on appelle la capsule articulaire. La capsule articulaire, cette capsule articulaire, elle part bien sûr du col anatomique jusqu'à la partie interne, si vous voulez, du bourrelet. Elle est, bien sûr, antéro-postérieure. Et comme vous voyez en bas, c'est ce qu'on appelle le russus de la capsule. C'est-à-dire, elle est lâche en position antéro-inférieure. Et ceci, bien sûr, si il n'y avait pas ce russus, on va avoir ce qu'on appelle, je pense que vous avez vu ça au rhumato, c'est ce qu'on appelle la capsulite rétractile. Pour ceci aussi reste insuffisant. Et pour permettre une bonne congruence et des mouvements synchrones de cette articulation, en plus du bourrelet et de la capsule, nous avons ce qu'on appelle des ligaments. Vous avez les ligaments gléno-huméraux, vous avez les coraco-humérales et le coraco-glénoïdien. Ces différents ligaments permettent une
meilleure stabilité, si vous voulez, de cette articulation. Et pour les ligaments gléno-huméraux qui sont les plus importants, vous avez le supérieur, le moyen et l'inférieur. L'inférieur, en fait, ce n'est qu'un renforcement de cette capsule. Il s'insère au niveau de la partie antéro-inférieure de la glène. Retenez bien son insertion et son renforcement de la capsule qu'on va avoir lors des mécanismes, puisque lors de la luxation, la tête, elle va passer ici, au niveau de la partie antéro-inférieure de la glène. C'est pour ça, lorsqu'on opère des malades, pour les luxations récidivantes de l'épaule, on trouve ce ligament qui adhère et qui est vraiment dur au niveau de la partie antéro-inférieure. Bien sûr, ceci aussi pour les mouvements de l'épaule ne suffisent pas à expliquer cette incongruence et, et que les mouvements de l'épaule soient synchrones et les mouvements ont une amplitude très, très élevée par rapport aux autres articulations. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les tendons ou bien les muscles de la coiffe des rotateurs. Et vous en avez 4 tendons, 5 tendons que vous avez, 5 tendons. Vous avez un qui est situé en antérieur, le seul muscle qui est situé en antérieur, qui est le sous-scapulaire et qui s'insère au niveau du tubercule mineur, ou bien qu'on appelle, qu'on appelle aussi le troquin. C'est ici, je pense que vous voyez la souris en rouge, c'est le troquin. Il s'insère, c'est-à-dire c'est l'insertion du sous-scapulaire. Ce sous-scapulaire, il a un rôle majeur. C'est un rotateur interne et adducteur. Et après, on va vous montrer les mouvements de l'épaule. Ça, ce seul muscle antérieur, il fait face à ces 3 autres muscles qui sont situés à droite. Vous avez le sus-épineux. Si vous allez palper votre dos, vous allez avoir des épines épineuses ici. En haut, en postérieur. En haut, vous allez voir le sus-épineux. Le sus-épineux, c'est-à-dire qui part de la fossette sus-épineuse, c'est un muscle postérieur, et qui s'insère au niveau du tubercule majeur ou le trochitaire. Vous avez aussi le sous-épineux qui est dans la fosse sous-épineuse de l'omoplate et qui termine son insertion au niveau du tubercule majeur aussi. Et vous avez le teres minor ou le petit rond qui part aussi du bord de l'omoplate, bien sûr la face postérieure, et se termine au niveau de tubercule majeur. Ces 3 tendons, lorsqu'on ouvre, c'est difficile de les individualiser. Il faut suivre le muscle pour dire que c'est le sus, le sous ou le petit rond. Mais en général, leur rôle, c'est des abducteurs rotateurs externes, c'est-à-dire c'est l'inverse que le sous-scapulaire. Et vous avez bien sûr, sans oublier, on a dit dans le rappel anatomique, la gouttière bicipitale, vous avez la longue portion du biceps. C'est-à-dire le biceps, il a un rôle capital, c'est un stabilisateur de la tête. Des fois, dans des pathologies chroniques, dégénératives chez les personnes au-delà de 40 ans, 45 ans, vous avez même une rupture de la longue portion du biceps qui va vous donner ce qu'on appelle la boule de Popeye. Toujours, on continue sur notre rappel anatomique. Pour vous, est-ce qu'il existe une ou plusieurs articulations au niveau de l'épaule? Bien sûr, il existe plusieurs, dont la plus importante, c'est que nous avons décrit avec son rappel anatomique, c'est la gléno-humérale. Mais vous avez aussi la sous-acromiale, vous avez la scapulo-thoracique, c'est le mouvement lorsque vous allez élever le membre, il y a votre omoplate qui va coulisser, si vous voulez, avec la cage thoracique. Vous avez l'acromioclaviculaire
Bien sûr qu'il faut toujours bien analyser lorsqu'on fait une luxation, lorsque dans les pathologies dégénératives, et vous avez bien sûr la sternoclaviculaire. Donc, l'épaule, il y en a 5 articulations. Et l'atteinte de l'une de ces articulations, elle va retentir sur le mouvement du membre. Les différents mouvements élémentaires qu'il faut décrire. Dans le plan frontal, vous avez l'abduction, regardez ici, elle peut atteindre jusqu'à 180 degrés. Actuellement, vous êtes en 5e année. Lorsque vous allez examiner un malade, soit il a une luxation, soit une pathologie dégénérative, lorsque vous allez faire votre observation, vous n'allez pas dire que le patient il a une abduction correcte. Non, je regrette infiniment. Lorsqu'on est médecin, ça, c'est le langage de monsieur tout le monde. Mais lorsqu'on fait des études médicales, il y a un certain langage à respecter, c'est-à-dire il faut quantifier ce mouvement. Vous voyez, ici il est à 120 degrés, mais ici il est à 180 degrés. Ça pour l'abduction. Vous avez l'adduction, elle fait 30 degrés et elle est limitée par le thorax. D'accord? Vous avez sur le plan sagittal, vous avez aussi l'antépulsion qui peut atteindre, ou bien la flexion qui peut atteindre aussi 180 degrés. Vous avez 90 et 180 degrés. Et vous avez la rétropulsion qui peut aller jusqu'à 50 degrés. Et ici, tout dépend des patients, de leur activité, de leur activité et les mouvements, ils peuvent différer. S'il vous plaît, lorsque vous examinez un malade, il a 2 épaules, vous examinez toujours par rapport au côté supposé sain. Il n'a pas de, c'est-à-dire, puisqu'il y a des patients qui ont des pathologies congénitales, c'est-à-dire il ne peut pas faire au-delà de 90 ou 120, mais il faut toujours revenir à l'épaule contralatérale, supposé sain. Vous avez les rotations. Regardez ici. La rotation interne, c'est ce qu'on appelle main-dos. Regardez la main, elle est au niveau du dos. C'est-à-dire, vous allez commencer, lorsque vous allez tourner votre main, vous allez avoir la main au niveau du grand trochanter, vous avez au niveau de la fesse, au niveau des articulations, au niveau du sacrum, au niveau des vertèbres lombaires, vertèbres thoraciques, et vous allez mentionner ça sur l'observation du malade. Par exemple, ce malade peut atteindre son sacrum, et c'est tout. Ce malade peut atteindre avec son pouce que vous mettez au niveau de votre dos, il peut atteindre la 4e vertèbre lombaire, la 12e vertèbre thoracique, et vous allez le mentionner, et bien sûr d'une façon bilatérale. Ça, c'est ce qu'on appelle la rotation interne, c'est main-dos, la main au niveau du dos. Vous avez les types de rotation. Vous avez la rotation, ce qu'on appelle la rotation RE1. RE1, c'est-à-dire coude au corps, et vous faites ça. Et vous faites ça. En général, la moyenne, c'est 45 degrés, mais des fois, chez les hyperlaxes, les patients hyperlaxes, on peut trouver que la main, elle arrive jusqu'à ici, c'est-à-dire 90 degrés. Et vous voyez, pourquoi j'ai voulu vous montrer cette image? C'est ce qu'on appelle, c'est ça, il faut bien la retenir, l'abduction, rotation externe. L'abduction, rotation externe, c'est-à-dire il est en abduction à 90 degrés et il est en rotation externe, c'est-à-dire on ramène la main vers l'arrière, il fait une rotation externe. Pourquoi ce mouvement? Regardez les yeux et la grimace que fait le malade, puisque c'est un malade qui a une luxation récidivante de l'épaule. C'est-à-dire, lorsqu'on le met dans cette position, il a vraiment peur. C'est-à-dire, il a peur qu'il va avoir une luxation gléno-humérale. C'est le mécanisme de la luxation. Pourquoi je vous ai dit dans le rappel anatomique, que c'est le mécanisme de la luxation et il survient chez le jeune et il survient surtout à la suite de l'X. L'X, entre guillemets, c'est quoi? C'est lorsque les jeunes se bagarrent, comme on dit chez nous, etc.
et combien de fois. Et c'est des patients qui arrivent avec luxation à la suite d'une rixe ou bien une bagarre. Mais ça, c'est le mécanisme, si vous voulez, de la luxation. Et bien sûr, vous avez le mouvement dans tous les sens que vous pouvez faire euh, avec votre épaule, c'est la surconduction. La clinique. Pour la clinique, pour tout malade, et vous avez fait déjà pour les autres modules, que lorsque vous allez commencer à faire votre observation, la première des choses, c'est l'interrogatoire. Bien sûr, l'âge du sujet, le sexe du sujet, la profession qui est très très importante, le mécanisme de cette luxation. Le mécanisme de cette luxation. C'est-à-dire comment il a eu cette luxation. Est-ce qu'il a eu disons, des tentatives de réduction sur place? C'est-à-dire, des fois, lorsqu'on trouve un patient luxé, etc., il y a des bénévoles qui essaient de le réduire. Et ça, c'est vraiment dangereux. En plus de la luxation qu'il a, on peut engendrer une fracture associée. Et ça, c'est mauvais. Il faut aussi s'enquérir des antécédents familiaux. Est-ce que le malade est épileptique? Il a une épilepsie. Et surtout, est-ce qu'il fait des crises tonico-cloniques? Puisqu'on ne peut pas faire une luxation lorsqu'on fait un petit mal épileptique. Et surtout lors des luxations, lors des épilepsies tonico-cloniques. Mais il faut voir aussi, si vous n'avez jamais vu, comment une luxation et une épilepsie tonico-clonique, et vous allez comprendre, il faut la voir pour comprendre comment il va se luxer. Bien sûr, j'ai déjà dit la profession. Est-ce qu'il fait des activités sportives? Circonstance, bien sûr, le premier diagnostic, c'est l'abduction, rotation externe, ou bien il peut avoir ça par un choc direct. Et lors des derniers repas. Pourquoi les derniers repas? Puisqu'on a dit au cours de l'introduction, c'est une urgence traumatologique. On ne peut pas laisser un patient luxer, quelle que soit la luxation. C'est-à-dire qu'il faut endormir sous anesthésie générale pour la réduire. Et c'est pour ça qu'il faut s'enquérir des derniers repas, car il risque de vomir et vomir dans ses bronches. Il va avoir ce qu'on appelle le syndrome de Mendelssohn. Donc, avertir les anesthésistes. Ça, j'ai pris une photo pour vous montrer les différents signes cliniques de la luxation et surtout la luxation antéro-interne, qui est la plus fréquente. Elle représente parfois plus de 97-98%. La première des choses est là, vous allez garder cette photo et lorsque vous allez et vous êtes, j'allais dire, vous allez revenir à la maison puisque vous êtes déjà à la maison. D'accord? Lorsqu'on termine les cours, vous allez vous mettre devant un miroir et vous allez voir les différences entre une épaule luxée et une épaule saine. La première des choses, regardez comment ils vont surgir tout ce qu'on a fait comme rappel. La première des choses, on est frappé par l'attitude du traumatisé du membre supérieur, c'est-à-dire que le malade, il vient, le membre en abduction, c'est-à-dire il est loin du corps, c'est ça l'abduction. Adduction, c'est-à-dire il est avec le corps. Il est en abduction, regardez le corps et regardez le bras. Le membre, il est en abduction et le membre sain, il tient le membre traumatisé. D'accord? Il tient le membre, c'est ce qu'on appelle l'attitude du traumatisé du membre supérieur. D'accord. Ici, il faut être méthodique. Après un interrogatoire minutieux, ce que vous allez voir au cours de l'inspection. Et l'inspection, elle se fait, comme vous voyez ce malade, sur un patient dévêtu. Dévêtu, et l'examen, il doit se faire d'une façon comparative avec l'épaule saine. Ça, que vous allez mentionner. Et là, je vous rappelle quelque chose. Lorsque vous allez écrire votre observation, la première des choses, il s'agit d'une luxation droite, d'une luxation gauche, puisque, comme on dit,
est répété, c'est à la suite d'une rixe, on peut avoir des poursuites judiciaires et on peut nous demander un rapport médico-chirurgical. Certes, lorsque vous allez faire des gardes au niveau des urgences, vous allez voir que des fois, on est dépassé au cours des gardes. C'est pour cela, lorsqu'on écrit, il faut toujours mettre le côté. Ça. L'inspection, nous avons dit ce qu'on voit, c'est-à-dire le patient, il vient membre en abduction, le patient tient son membre, c'est l'attitude traumatique du membre supérieur. On voit aussi que, regardez cette flèche en bleu et à gauche, quelque chose qui fait ça, c'est ce qu'on appelle la clavicule, et vous avez l'articulation acromioclaviculaire et vous avez l'acromion. Regardez, l'acromion, il fait saillie, puisque la tête, elle est passée en dedans. C'est ce qu'on appelle les signes de l'épaulette. L'épaulette, vous allez demander à vos parents, c'est-à-dire vos parents, dans les années 80, 70, il y avait ce qu'on appelle la mode des épaulettes. C'est pour ça que lorsque vous avez l'acromion qui fait protrusion, c'est signe de l'épaulette. Et des fois, on va vous dire que c'est une petite épaulette, puisque la tête, elle est passée. Regardez aussi le sillon deltopectoral. Vous allez voir ici que ce sillon deltopectoral, normalement, c'est une dépression. C'est la jonction, si vous voulez, le sillon entre le grand pectoral et le deltoïde. Ici, vous allez le voir comblé, c'est-à-dire qu'il est comblé par la tête qui est passée en antérieur. Puisque la clavicule, normalement, la tête, elle est ici. Regardez, comblement du sillon deltopectoral. Vous le voyez aussi, ici, dans l'image à droite. OK. On peut voir aussi ce qu'on appelle l'image en coup de hache. C'est-à-dire que l'insertion, puisqu'ici, vous allez trouver le V deltoïdien, où s'insère le deltoïde. Regardez, il est cassé ici, et vous avez l'axe du bras. C'est l'angle que fait, c'est en coup de hache, l'angle que fait le deltoïde avec l'axe du bras. Il faut mobiliser un petit peu le membre d'une façon douce pour voir est-ce que tout le membre est c'est-à-dire en continuité avec la tête humérale, puisqu'on peut avoir ce qu'on appelle des fractures, luxation. Comme actuellement, nous avons un malade au niveau du service suite à un accident de moto, il avait une luxation de la tête avec fracture. La tête, elle était complètement désolidarisée de la diaphyse humérale. Et coup de hache, je rappelle, c'est coup de hache externe ici. C'est comme le coup de hache externe, c'est la hache, c'est comme vous voyez, ça vient du métier des bûcherons. Lorsqu'ils coupent l'arbre, c'est ça ce qu'on appelle le coup de hache. En général, c'est ça un petit peu la clinique de la luxation antéro-interne. J'espère que je n'ai rien oublié. Il faut toujours interroger le malade, mettre le malade dévêtu, regarder le malade en face, de profil et derrière. L'examen se fait d'une façon comparative. Vous avez l'inspection et vous avez un petit peu là ce qu'on appelle la mobilisation. Et bien sûr, il faut terminer votre examen à la recherche des complications, telles que les complications nerveuses. Vous allez dire au patient de fléchir, par exemple, l'avant-bras sur le bras, c'est-à-dire pour apprécier la mobilité du coude, la mobilité du poignet et bien sûr les doigts. Et aussi chercher les bouts périphériques, surtout le radial, le capillaire, etc. Puisqu'il y a certaines luxations, et nous allons les voir dans le chapitre complications, qui compriment le paquet vasculo-nerveux. Donc, il faut faire gaffe. Et bien sûr, devant toute luxation, car on peut avoir des luxations rentrant dans un cadre de polytraumatisé ou polyfracturé. Il faut continuer votre examen, ou bien commencer par un examen de l'abdomen, surtout lors des accidents de circulation ou chute d'un lieu élevé. L'abdomen, le bassin,
le crâne, etc. Après cet examen clinique minutieux, cet examen clinique minutieux, surtout les luxations entéro-internes qui sont les plus fréquentes, on va demander un bilan radiologique en urgence. On demande une face stricte, en général, en double obliquité antéro-postérieure, et un profil glénoïdien, incidence de la main. On peut avoir sur cette radiographie différents types de luxation. Vous avez l'antérieure qui est la plus fréquente, vous avez la postérieure et vous avez l'inférieure ou les rectales. On va voir au fur et à mesure. J'ai oublié, normalement, cette diapo, elle passe avant l'autre, puisque c'est les formes cliniques des luxations postérieures, des autres luxations. Vous avez la luxation postérieure, le patient, il va venir membre en rotation interne, c'est-à-dire que vous allez avoir le membre qui est pendant au niveau, c'est-à-dire pendant le long du cou, du corps, et la main, elle est en pronation. Vous avez une saillie postérieure de la tête. Le malade, il a une impossibilité de faire la rotation externe. C'est-à-dire que, imaginez un petit peu, nous avons vu en physiologie le mouvement de rotation interne, c'est-à-dire la main qui passe derrière. C'est-à-dire que la tête, elle va tourner et sortir en arrière. C'est-à-dire, lorsque le patient il vient, il a le membre au niveau du corps, le pendant au niveau, le long de son corps. Avec impossibilité, puisque la tête elle reste accrochée en postérieur, impossibilité de faire la rotation externe. Et lorsqu'on lui demande de faire le signe de l'aumône, c'est-à-dire le signe de l'aumône, l'arabia, c'est-à-dire il fait ça. Impossibilité de faire le signe de l'aumône. C'est-à-dire il va passer pour le faire, il va passer de la rotation interne vers la rotation externe. Et ça, c'est impossible. Et ça vous oriente, puisqu'ici, la luxation postérieure, on ne va pas trop s'étaler, puisqu'on la voit dans l'année, on voit peut-être une ou même pas. Sinon, vous allez lui dire faire ça? Non. Et je vous rappelle aussi, et vous allez le voir sur le court papier, que la luxation postérieure, elle peut passer inaperçue. Et on peut la voir aussi, elle peut passer inaperçue, puisque, comme j'ai répété, il faut toujours examiner le patient d'une façon bilatérale, c'est-à-dire en rapport avec le côté sain. Et on peut voir ces luxations postérieures, surtout lors des électrocutions. C'est-à-dire, vous jetez votre main et vous allez être électrocuté. Le choc électrique, on la voit aussi, c'est le personnes âgées, et même lors des épilepsies. Ou bien un choc antéro-postérieur, un choc direct. Et on a aussi ce qu'on appelle des luxations inférieures ou érectales. Je vais vous montrer des radios tout à l'heure et vous allez voir. Déjà, le malade en érectale, il vient le membre comme ça, en abduction de 110 à 160 degrés. C'est-à-dire que le membre sain, il tient en haut le membre duxé. Et la tête, elle est inférieure, c'est-à-dire au niveau du creux axillaire. Et là, d'emblée, lorsque vous avez un patient, personnellement, en temps d'exercice, j'en ai vu, je pense pas plus, de luxation inférieure. Ici, en plus de l'urgence de la luxation, c'est une urgence vasculaire. On peut avoir des lésions vasculaires ou nerveuses, puisque la tête au niveau du creux axillaire, elle va comprimer ce qu'on appelle l'axe vasculaire. Le premier réflexe qui vous vient en tête, c'est de palper les peaux et dire au malade, et voir la coloration de la main et des doigts, et dire au malade si il peut bouger ses doigts, s'il n'a pas de fourmillement, s'il n'a pas de paresthésie, etc. La radiographie. On a examiné notre patient, on a écouté notre patient, on demande des radiographies. Et là, on va avoir besoin de tout ce qu'on avait dit dans le rappel anatomique. La première des choses, on a dit qu'on demande des radiographies de face. Vous êtes devant une radiographie et vous débutez votre
si vous voulez, et vous débutez votre carrière. Vous débutez votre carrière. La première des choses, il faut être sûr, est-ce que c'est une luxation? La première des choses, vous avez un thorax, il faut dire, est-ce que c'est le côté gauche ou droit? Bien sûr, le côté gauche, vous avez la poche aérienne gastrique, vous avez la pointe du cœur, d'accord? Et vous avez fait le module de pneumologie, et vous allez dire qu'il s'agit d'une épaule gauche. OK. La deuxième des choses, il faut dire, est-ce que c'est une radiographie de bonne qualité, de bonne incidence, etc. La troisième des choses, il faut voir, il faut définir où sont les surfaces articulaires. Vous avez d'une part la surface articulaire, la glène, vous avez d'autre part la tête humérale. Il n'y a pas de contact entre les deux. On va dire que c'est une luxation gléno-humérale. Deuxième des choses, nous avons l'apophyse coracoïde. C'est une luxation intracoracoïdienne. Intracoracoïdienne. Si on prend l'image en bas et on prend notre repère qui est l'apophyse coracoïde ou le processus coracoïdien, regardez ici, il y a une perte de contact entre la glène et la tête humérale. C'est une luxation gléno-humérale, mais elle est extra-coracoïdienne. Puisque tout ce qui est en dedans, c'est l'intra, tout ce qui est en dehors, c'est extra-coracoïdienne. Et là, c'est pas le même malade, et là, c'est une luxation droite gléno-humérale. Vous avez aussi ici, qui est la plus fréquente, vous avez la glène, et le processus coracoïdien, et vous avez la tête, c'est une sous-coracoïdienne. Je reviens. En plus, qu'est-ce qu'il faut chercher? Une radiographie d'urgence. Bien sûr, nous avons dit le côté, l'incidence, est-ce qu'il y a luxation? Il faut chercher, est-ce qu'il y a des lésions associées ou non? On peut voir ici, regardez, ce petit fragment. Ce petit fragment. On va dire, est-ce que ce petit fragment, la question qui se pose, est-ce qu'il dépend de la glène? Est-ce qu'il dépend de la tête? Si on se rapproche et on fait un agrandissement, lorsqu'on fait un agrandissement de cette tête, vous allez qu'il y a une image de soustraction au niveau du tubercule majeur. OK? Et il faut aussi chercher, puisque les deux lésions associées les plus fréquentes, soit une lésion du tubercule majeur qui est la plus fréquente, des fois c'est un petit fragment, des fois c'est un grand fragment qui nécessite intervention. Et vous cherchez aussi, est-ce que la partie antéro-inférieure de la glène, elle est lésée ou non, puisque c'est lieu de passage de l'annexation à ce niveau-là. On peut avoir une fracture de la glène. Et bien sûr, sur cette diapo, regardez, c'est une luxation un petit peu particulière. C'est une luxation gléno-humérale, mais regardez ici, la tête, elle est restée accrochée. Au lieu qu'elle passe ici, elle est passée au niveau du bord, elle est restée accrochée au niveau du bord inférieur de la glène. Elle est restée encastrée à ce niveau-là. Après réduction, regardez ce qu'on a. On a ce qu'on appelle, ici, c'est l'équivalent d'une fracture, c'est un tassement. Ici, je vous une parenthèse, toute épiphyse, il y a beaucoup de spongieux. Épiphyse ou métaphyse, il y a beaucoup de spongieux. On peut avoir ce qu'on appelle des fractures tassements. Et vous allez voir ça dans les prochaines cours. Regardez ici, c'est une encoche qu'on appelle, chez les francophones, on appelle l'encoche de Marguen, et chez les anglophones, de Hill-Sachs. Et cette encoche, c'est un facteur de récidive de la luxation gléno-humérale. Deuxième cas de luxation, c'est ce qu'on appelle la luxation postérieure. Regardez ici, vous êtes devant cette radiographie-là. Cette radiographie. La question qui se pose, est-ce qu'il y a luxation ou non? Comme nous, bien sûr, après avoir défini le côté, l'incidence, etc., est-ce que, ici, il faut voir où est la surface articulaire? Et c'est quoi ça, cette dépression-là? OK.
La question qui se pose, réfléchissez un petit peu, est-ce qu'il y a luxation ou non? Avant de passer, si admettons que vous avez uniquement la face, avant de passer le profil, la surface articulaire, si vous voulez, de la glaine, elle est évidente, mais la surface de la tête articulaire de la tête, elle est moins évidente. La surface articulaire, c'est ça, c'est uniquement ça. Ici, lorsque vous avez une incidence pareille, si le membre il est en rotation interne, il est en rotation interne, la tête elle est posée sur la diaphyse. Regardez la surface articulaire ici et vous avez la glaine. Donc, il y a une luxation. Et probablement, c'est une luxation postérieure. Et regardez la forme de la tête. OK? Et bien sûr, c'est ce qu'on appelle le signe de la lampe. Que la tête, elle est posée sur la diaphyse humérale. Lorsqu'elle est posée, le premier diagnostic après traumatisme, etc., c'est la luxation. C'est la luxation postérieure. Regardez ici, il nous reste cette perte de substance, cette encoche, si vous voulez. Cette encoche, elle est située au niveau des tubercules mineurs, puisque la tête, lorsqu'on est comme ça, vous avez le trochin, le tubercule mineur, vous avez le tubercule majeur. Lorsque vous faites ça, ce tubercule mineur, il va passer en arrière. Et comme c'est du tissu spongieux, il va se passer. C'est pour ça qu'on a cette dépression au niveau du tubercule majeur. Et je vous rappelle que cette luxation, elle est passée inaperçue puisque les gens n'ont pas examiné d'une façon bilatérale et dévêtue, ils n'ont pas mis le malade dévêtu. Ça, on demande un profil de l'ami. Regardez, ça, c'est l'omoplate, ça, c'est la glaine. Regardez, la glaine et la tête, ici, la tête, elle est en dehors. Ça, c'est l'antérieur, c'est le thorax, et ça, c'est le postérieur. Donc, c'est une luxation postérieure de l'épaule. Nous avons fait un scanner chez ce malade. Regardez un petit peu. Regardez que la glaine, elle est déshabitée, elle est vide ici. Ça, c'est le tubercule mineur avec son encoche. Il est enfoncé, mais le tubercule mineur, il n'est pas articulaire. Regardez, la surface articulaire, elle est en dehors. Regardez ici, elle est en dehors, surface articulaire de la glaine. Et regardez comment la tête, au niveau du tubercule mineur, elle est restée encastrée au niveau du rebord glénoïdien. D'accord? Et du rebord glénoïdien. C'était difficile de le réduire, c'est pour ça que c'est un malade qui a été opéré. On passe à l'éluxation inférieure. Ça, pour les gens qui ne vont pas faire traumatologie, ça m'étonne qu'ils vont voir ce type de lésion. Regardez la glaine et vous regardez la tête. C'est au niveau du creux axillaire. Et regardez, c'est ça ce qu'on appelle en érectant, en zénith. C'est-à-dire, et le patient, il vient en prenant sa main comme ça. Ce genre de luxation, il nous fait peur car il comprime le paquet vasculo-nerveux. D'accord? Premièrement, comme la luxation antérieure, c'est presque une forme d'antérieure, puisque ici, elle est antérieure. Il faut bien sûr déterminer le côté, gauche ou droit, etc. Et l'incidence, et après, vous avez la glaine et vous avez la tête. La tête, vous avez la tête qui est en position inférieure. La première des choses qu'il faut faire, c'est de palper l'épaule périphérique. Pour ce malade, normalement, les gens vont s'étonner comment ce malade qui tient son membre son membre et au lieu de le réduire, ils ont fait un scanner. Le scanner, il a été fait uniquement dans un but diagnostique, dans un but scientifique, puisqu'on ne risque pas de voir cette glaine. Et la deuxième des choses, c'est pour déterminer l'origine de ce fragment et le volume de ce fragment.
OK. Lorsqu'on a fait un scanner, regardez, avec des 3D, vous allez voir la glène qui est vide. Vous avez ce fragment. On cherche l'origine, c'est au niveau du tubercule majeur. Donc, ici, nous sommes en face de deux, si vous voulez, urgences. L'urgence extrême, qui est la luxation gléno-humérale. Deuxième urgence, qui est le fragment, qui il est énorme. Et ce fragment, pourquoi nous avons fait un rappel de la cavité rotateur? Puisque ce fragment, il est attiré en haut et en arrière par les tendons du sus et du sous-épineux qui le ramènent en arrière. Même si vous allez réduire, vous allez réduire la luxation, vous n'allez pas réduire d'une façon anatomique ce fragment. Regardez, lorsque nous avons réduit cette luxation inférieure, regardez ce fragment, il est passé en postéro-supérieur, c'est-à-dire attiré par les tendons de la coiffe de rotateur. C'est pour ça que nous avons, après réduction de la luxation, pris le malade, abordé le malade, opéré, ramené ce fragment ici, au niveau du tubercule majeur, et le maintenir, nous l'avons maintenu par des broches. Pour les complications, quoique c'est les complications lors d'une luxation traumatique de l'épaule, elles sont rares si vous voulez, mais il existe. Vous avez fait le cours de la pathologie de la coiffe des rotateurs où vous allez voir ce qu'on appelle l'épaule douloureuse. La première complication, si vous voulez, qui fait mal, c'est l'épaule douloureuse. C'est-à-dire, le patient, il va revenir quelques temps après, il va vous dire que lorsque je bouge, j'ai des douleurs au niveau de l'épaule. Et c'est ce qu'on appelle l'épaule douloureuse. Il faut faire des radiographies standards, des fois on trouve des fragments, des fois on trouve des fragments qui ne sont pas consolidés d'une façon anatomique. Mais en général, on demande soit un scanner, soit un arthroscanner, soit l'IRM pour voir l'état de la coiffe de rotateur. Des fois, nous avons une désinsertion du bourrelet, du bourrelet fibrocartilagineux, et c'est des choses qui font mal. On a aussi le patient, des fois, il ne nous arrive pas en urgence. C'est ce qu'on appelle des luxations chroniques. Et c'est soit la luxation, elle est passée inaperçue, surtout dans les luxations postérieures, soit le patient, il est allé voir le rebouteux du coin. Et il nous arrive quelques temps après. Et la prise en charge, elle est extrêmement difficile. On a eu à opérer les malades qui ont une luxation chronique. C'est ce qu'on appelle des luxations invétérées. C'est des malades qui sont passés chez le rebouteux. Le rebouteux, c'est l'Ijbar, dans notre région. Ou bien le patient, il a un profil psychologique un petit peu, il a sa désirée, et en général, c'est à la suite d'une crise d'épilepsie. Heureusement que ces dernières années, on ne voit plus ce genre de patients. On peut avoir une raideur de l'épaule. Raideur de l'épaule, nous avons vu lors du chapitre physiologie les différents mouvements de l'épaule, que par exemple l'antépulsion ou l'abduction, on peut arriver jusqu'à 180 degrés. Toute diminution de cette amplitude, c'est une raideur. La raideur, il existe la raideur minime, la raideur moyenne et la raideur sévère. L'algodystrophie, je pense que vous avez fait le cours en rhumato de l'algodystrophie, il ne faut pas revenir, mais la luxation récidivante de l'épaule reste la plus fréquente complication qui peut survenir. Nous avons opéré, si vous voulez, des patients qui ont fait plus d'une trentaine, cinquantaine de fois d'une récidive. Elle est devenue handicapante. C'est-à-dire, le patient, il va vous dire, je ne peux plus nager, je ne peux plus dormir. Lorsqu'il dort, il a une luxation de l'épaule. Lorsqu'il fait un moindre mouvement, il a une luxation de l'épaule. Et c'est vraiment handicapant. Et bien sûr, vous avez la capsulite rétractive. En général, la capsulite rétractive, elle se manifeste par des douleurs et une raideur dans tous les secteurs.
c'est-à-dire rotation interne, rotation externe, abduction, tubulation. Pour le traitement, comme nous l'avons dit, en général, le traitement, il est orthopédique. Rares sont les malades qu'on a opérés. C'est les malades qui présentent des lésions associées ou bien il y a un cours que vous allez peut-être faire, c'est les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus où vous allez voir une désolidarisation totale entre la glène, entre la tête et la diaphyse humérale. En premier lieu, il faut ramener bien sûr le patient sous anesthésie générale. Sous anesthésie générale, il faut qu'on relâche le patient. Et là, c'est le conseil que je vous ai donné, c'est de passer au niveau des urgences et voir après, bien sûr, après l'épidémie de corona, et d'essayer de voir comment le patient arrive, comment il est préparé et comment on doit le réduire. Sous anesthésie générale pour le relâcher, puisque des fois, chez les patients très musclés qui font le culturisme, etc., des fois, c'est difficile de les réduire. On fait le geste inverse. Membre en abduction, repousser la tête et ramener le membre en rotation interne. Coude au corps et vous allez avoir luxation. Des fois, lorsqu'on endorme le malade, il se réduit de lui-même. Pour la luxation postérieure, c'est un petit peu l'inverse. Il faut faire une traction dans l'axe du membre en adduction, suivi, c'est-à-dire on va le mettre en rotation externe. C'est une façon de le réduire. Mais ça, si je reste une heure à expliquer ça, il faut voir, c'est-à-dire au niveau des urgences, comment on réduit ce malade. Des fois, ça prend même pas 2 minutes pour réduire une luxation. Pour la contention, les luxations antérieures et inférieures, une durée de 10 à 21 jours. Et j'ai mis entre parenthèses l'âge. Puisqu'un jeune, des fois, on laisse jusqu'à 21 jours, 15, 21 jours, la moyenne c'est 15 jours, on laisse 21 jours, c'est pour permettre une cicatrisation des ligaments que nous avons montrés lors du rappel anatomique ainsi que la capsule. Et par contre, chez un sujet âgé, déjà, il a des articulations qui commencent à s'enridir. Si on va prolonger la durée de la contention, on peut aboutir à une épaule raide ou bien une capsulite rétractile ou autre, ou bien une tendinopathie de la coiffe. Le type de contention, c'est-à-dire faire une écharpe, soit une simple écharpe chez le personne âgée, ou bien celui qui a un traumatisme thoracique, ou bien faire un dujari. Coude au corps, faire une dujari. Vous allez voir l'image, si vous voulez, c'est coude au corps et nous allons faire un bandage tout autour pour mettre le membre comme ça et le maintenir comme ça. C'est ça lors des luxations antérieures. Si on met le patient comme ça, il va se luxer. C'est la position de luxation des luxations antéro-internes. C'est-à-dire, on va mettre le patient et faire un bandage. Vous allez voir ça qui est dessiné au niveau du cours papier. Pour la luxation postérieure, par contre, il faut faire le geste inverse, la contention, le geste inverse de la luxation. Il faut mettre un plâtre et le membre, il est en rotation externe. C'est-à-dire, comme ça, il faut mettre le plâtre. C'est-à-dire, on va sortir notre tête, puisqu'elle était en rotation interne, on va la mettre en rotation externe pour ne pas lui permettre de se luxer immédiatement. Pourquoi ces positions-là? Pour ne pas permettre une luxation juste après la réduction. En conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est une urgence traumatologique qui est très fréquente dans notre pratique quotidienne. Des fois, surtout l'été, lorsque les journées sont longues, on peut avoir 2, 3, 4, jusqu'à 5 luxations. Mais surtout, le sujet jeune. Il faut connaître les bases anatomiques. Regardez, lorsque nous avons fait le rappel anatomique, nous ne sommes pas allés vers la profondeur, c'est-à-dire comment nommer les choses. Bien sûr, lorsque vous recevez ce genre de patient, un interrogatoire minutieux et surtout l'examen clinique minutieux sur personne dévêtue, c'est-à-dire torse nu. Et votre examen se fait d'une façon comparative avec le côté sain. Et lorsque vous allez écrire votre observation, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre le côté, car votre observation, elle va servir de médicaux
de documents médicaux légaux. Et on a eu des affaires en justice où le patient, il a eu une luxation droite, nous avons mis gauche parce que nous avons eu une vingtaine de patients qui viennent presque en même temps. D'accord? Il faut être méthodique et votre document, il peut servir. Bien sûr, il faut demander les radiographies de face stricte, en double obliquité, un profil, et bien sûr, il faut connaître les bases anatomiques et faire une analyse radiologique méthodique. Je vous remercie. Et est-ce que vous avez des questions? Je suis là pour essayer de vous répondre. Je pense, mes chers amis, ça m'a fait plaisir de vous faire ce cours et ça m'a fait plaisir de renouer ce contact avec nos étudiants. Vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vous ai mis la première diapo. Vous avez mon mail, vous avez la chaîne YouTube, vous allez trouver quelques autres vidéos et je pense que je vais en faire d'autres. Vous avez le site où vous pouvez télécharger votre cours et je reste toujours à votre disposition si vous voulez poser des questions. Vous avez mon mail. Et je vous remercie et à la prochaine.